Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau tuto, on va enfin voir le début du jeu et on commence donc la première étape qui est la phase de charge. Donc la phase de charge c'est décomposé en 7 parties. Il y a le début de la phase de charge qui est le tour de joueur puisqu'on commence toujours le tour par la phase de charge. Ensuite on sélectionne une unité qui déclare une charge. Le joueur réactif, donc le joueur numéro 2 qui ne joue pas ce tour, déclare sa réaction à la charge, puis la résout. Ensuite, on répète les étapes. Donc si j'ai une deuxième unité qui charge, je dois la déclarer et le joueur en face doit déclarer et résoudre la réaction à sa charge. Ensuite, le joueur actif sélectionne une unité qui a déclaré une charge, puis lance les dés pour déterminer la portée de charge avant de déplacer l'unité. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas, on voit en vidéo des lanciers, des cavaliers et un char. Le char n'a pas de ligne de vue puisqu'il faut être dans l'arc frontal. Ce n'est pas parce que j'ai mes lanciers qui déclarent la première charge et mes cavaliers la deuxième que je dois résoudre dans cet ordre. Je peux d'abord résoudre les cavaliers et ensuite les lanciers. Ça n'a aucune importance là-dessus et ça peut même avoir des petits points stratégiques sur le jeu. Ensuite, on continue de résoudre toutes les charges et enfin, la dernière étape, c'est la fin de la phase de charge. Donc on commence tout de suite par la première étape donc, qui est la déclaration des charges. Donc comme vous pouvez voir en vidéo, je commence toujours par déclaration des charges et je les résous hors vidéo. Pour déclarer une charge, donc il faut qu'une unité qui déclare une charge ne soit pas engagée au combat ou en fuite ou ne contient aucune figurine ébranlée. Donc si elle est déjà en combat, on ne peut pas déclarer de charge puisqu'elle est déjà occupée à se battre. Si elle est en fuite, il faudra rallier. Ça on le verra en phase de mouvement. Elle sera trop occupée à se retenir de ne pas fuir. Et enfin, une figurine ébranlée, donc ça c'est pareil, on le verra dans les règles spéciales. On reviendra là-dessus. Donc, pour déclarer une charge, donc, comme je l'ai expliqué, il faut que le premier rang, une figurine du premier rang, donc celui-là, ait une ligne de vue, donc qu'elle se situe sur l'arc frontal de l'unité. Donc ici, sur mes lanciers, mon arc frontal est comme ça, et ça prend l'éventail jusqu'ici. Donc si je veux charger les ogres qui sont là, j'ai bien une ligne de vue puisqu'ils se trouvent dans l'arc frontal. Mes cavaliers, ça va donner à peu près ça jusque là. Donc potentiellement, je peux aussi charger l'unité d'ogre. Et par contre, le char, comme vous pouvez voir, hop, je ne passe pas sur le socle. Donc même si l'unité est à côté, je n'ai pas de ligne de vue dessus puisqu'elle ne se trouve pas sur l'arc frontal de son socle. Deuxième étape, il faut que la distance de l'unité chargée soit inférieure ou égale à la portée potentielle maximale de l'unité. Donc la portée maximale de l'unité, c'est le mouvement de l'unité, donc qui est dans le profil MS, mouvement simple, auquel on peut ajouter 12 pas. 12 pas pourquoi? Puisque en fait quand on va lancer les dés sur la charge, on va jeter 2d6. Donc le maximum de 2d6, c'est bien le double 6, donc 12. Donc là, sur mes lanciers, qui a un mouvement simple de 5, ma portée de charge est de 17 pas. Donc j'ai posé une règle pour vous montrer la portée. Là, je suis à 10 et maximum, mes lanciers pourraient charger ici. Voilà, donc là ça fait 17. Si je suis à 17,1 ou 0,5, je serai trop loin et je ne pourrai pas déclarer une charge, puisque la charge se révèle impossible, même en faisant le double 6. J'arriverai à 17.
Si je suis à 17,5, ce n'est pas parce que c'est un demi-pas. Dès lors qu'on passe un cran, donc là si je suis à 17,1, on dit que la portée de charge est à 18. Il n'y a pas de à peu près 17, donc on dit que c'est 17, ça sera 18. Il est bien important lors de vos parties de se mettre d'abord d'accord avec votre adversaire. C'est toujours mieux de regarder la distance de charge, que votre adversaire approuve cette distance et que vous jetiez les dés. Il y en a pas mal qui disent jette les dés et puis on verra, et après ça peut potentiellement pinailler. Donc moi je ne suis pas partisan de cette règle, je préfère me mettre d'accord avec mon adversaire plutôt que de pinailler et en cas de tournoi aussi d'appeler un arbitre pour qu'il puisse régler le différend avec mon adversaire. Troisième point important aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait la place de passer avec mon unité. Donc je vais remettre l'unité qui était à 10 pouces. Si j'ai une figurine ami ou ennemi, peu importe, mais si j'avais le tigre ici, je ne peux pas déclarer de charge avec mes lanciers sur les ogres. Le passage est encombré par le tigre. Et je ne peux pas passer avec mon mouvement, je ne pourrai pas passer, on verra pourquoi. Parce qu'on pourrait dire qu'on tourne, mais il y a quelques restrictions sur le mouvement de l'unité qui charge. Alors, pour déterminer s'il y a suffisamment de place pour l'unité qui charge, il faut tenir compte des charges déjà déclarées, y compris les mouvements d'alignement et des unités en charge et chargées. Concrètement, si vous avez énormément d'unités qui chargent un petit bloc, forcément, même si vous les rentrez toutes, vous ne pourrez pas toutes les mettre en contact. Donc il y a forcément des unités qui ne pourront pas charger par manque de place. Du coup, elles auront une charge ratée. Concrètement, si j'ai deux pavés comme ça, de lanciers, plus un char, plus des cavaliers, plus un dragon, qui veulent charger une petite brique d'ogre et que tout est de front, je n'aurai absolument pas de place pour certaines de ces unités et du coup elles auront une charge ratée. Par contre, pour voir s'il y a suffisamment de place, il ne faut pas tenir compte des éventuelles fuites en réaction à une charge, même les fuites obligatoires. Donc je peux déclarer toutes mes charges, il n'y a pas de souci. Même si mon unité d'ogre voit la menace qui se trouve en face et décide de fuir, je peux continuer à charger. Il ne faut pas tenir compte aussi des pertes potentielles infligées à l'unité qui charge. Donc si j'ai par exemple mes ogres qui chargent mes elfes et qui ont des arcs, ils peuvent tirer en contre-charge. Si j'ai des pertes, je ne dois pas prendre ça en compte pour savoir si je peux charger ou pas, ou si j'ai suffisamment de place. Ce qui veut dire que je peux avoir des gros bus d'ogres qui déclarent une charge sur les elfes. Je ne vais pas me dire, tiens, avec tant de tirs, statistiquement, je vais perdre tant d'ogres et du coup, ça va me permettre de passer. Il ne faut pas prendre en compte là-dessus et ça n'a aucune incidence sur le fait qu'il y ait suffisamment de place ou pas pour charger. Et enfin, il ne faut pas prendre en compte les potentielles reformations de combat dues au chemin bloqué. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va voir après, puisque c'est un point spécifique au livre de règles. Donc on le verra tout à l'heure. Autre point, c'est une unité qui déclare une charge est aussitôt considérée comme étant en charge jusqu'à ce qu'elle ait terminé sa première manche de combat après avoir accompli son mouvement de charge, qu'elle réussisse une charge sur une unité en fuite, qu'elle ait accompli un mouvement de charge raté, donc ça on le verra juste après, qu'elle ait raté un test de panique avant d'effectuer son mouvement de charge, donc ça c'est si j'ai eu suffisamment en tir de contre-charge, si l'unité d'elfe provoque 2 morts chez les ogres quand on a un test de panique, aussitôt qu'on perd un quart de son unité, donc là un quart de 6 c'est 2 ogres minimum,
Du coup, j'aurai un test de discipline et si je rate mon test de discipline, donc en jetant 2d6, je dois faire inférieur ou égal à la discipline de mon unité. Si je le rate, elle va fuir. Et ou a été concerné par la règle plus engagée, donc ça c'est si j'ai poutré l'unité à la fin de la phase de combat, donc quand j'ai chargé, ça sera terminé. Une fois que l'on déclare ses charges, donc il y a la réaction aux charges, mais avant de déclarer cette réaction aux charges, il faut déterminer de quel côté l'unité sera chargée. Donc ce côté correspond à l'arc dans lequel est localisée l'unité qui charge. Alors là c'est assez simple, puisque mes unités sont face à face, donc je suis de front. Par contre, admettons que j'ai mon char qui se trouve ici. Voilà. Donc là, le char, s'il déclare une charge dans l'unité d'ogre, elle se trouve de flanc. Puisque l'unité, son arc avant, par rapport à l'unité d'ogre, se trouve sur son flanc. Il y a ce point-là aussi qui peut paraître ambigu, c'est que si l'unité d'ogre, voilà, ici, elle déclare une charge, je vois qu'on ne voit pas très très bien sur l'écran, voilà. Donc l'unité d'ogre déclare une charge, non, les elfes déclarent une charge sur les ogres, pardon. Donc on regarde où se trouve l'unité, elle se trouve de face. Si elle était décalée, hop, ici. Donc les elfes voient bien les ogres, et les ogres se trouvent de flanc, puisque plus de la moitié de son front, du premier rang, se trouve sur le flanc de l'unité. Voilà. Tant qu'il y a plus de 50% du front de l'unité qui se trouve sur le flanc, ça sera une charge de flanc. Si elle était légèrement décalée pour permettre ici d'avoir 3 figurines de front, la charge se fera de front. Une fois qu'on a déclaré de quel côté étaient les charges, il y a la réaction à la charge. Bien sûr, on va pas se faire exploser par 3-4 unités qui vont charger une pauvre petite unité. On a le choix de réagir à ces charges. Donc, première étape, je déclare une charge. Mes lanciers déclarent une charge sur les ogres. 3 choix s'offrent à eux. Soit ils maintiennent leur position, soit ils maintiennent leur position et ils tirent si ils ont des armes de tir, soit ils peuvent fuir. En cas de charge multiple, donc admettons que j'ai mon char, mes cavaliers et mes lanciers, à chaque charge, je dois déclarer une réaction. Ce n'est pas parce que je déclare une charge avec mes lanciers que je maintiens ma position, que je suis obligé de maintenir ma position avec les cavaliers et le char. Je peux très bien faire 3 choix différents. Je peux faire 2 choix différents ou alors faire un seul choix avec les 3 unités. Concrètement, on va dire qu'ils sont équipés d'armes de tir. Donc je peux maintenir ma position contre les lanciers, je peux maintenir ma position et tirer sur les cavaliers, et je peux fuir contre le char. Je ne suis pas obligé, ou alors inversement, par contre il faut que quand on maintient sa position et qu'on tire, il faut que j'ai une ligne de vue sur l'unité auquel je tire. Donc là pour l'instant, on va regarder, donc je pourrais maintenir et tirer sur les lanciers, je peux maintenir et tirer sur les cavaliers et je peux maintenir et tirer sur le char. Par contre, si le char se trouve ici, on voit bien que je n'ai pas de ligne de vue sur le char, donc je ne peux pas maintenir ma position avec les lanciers, avec les cavaliers et maintenir ma position et tirer contre le char parce que je ne le vois pas.
Donc premier cas de réaction, tenir la position, donc l'unité ne fait rien, et une unité qui est déjà engagée au combat est obligée de tenir sa position suite à une charge. Ils sont trop occupés à arriver au combat, enfin à se battre pour voir une unité qui arrive. Elle ne peut pas fuir le corps à corps, donc elle est obligée de maintenir. Deuxième choix, tenir sa position et tirer. Donc il y a aussi des règles à suivre là-dessus. Donc pour maintenir sa position et tirer, on ne regarde pas la portée de l'arme. Si mon unité de lancier était plus loin et admettons 17 pas, donc la portée maximale auquel elle peut tirer, et que j'ai des armes qui ont une portée de 12 pas, je peux quand même le faire. Il n'y a pas une histoire de ne pas être à portée, c'est un petit bonus qu'on donne aux unités qui se font charger et qui ont des armes de tir. Par contre, il y a tous les malus usuels lors de la phase de tir, donc on verra lors de la prochaine vidéo, enfin après la phase de magie. Donc un petit avant-goût, je dois faire attention à la langue, voir si je suis à longue portée ou pas, s'il y a un couvert, si les unités donnent un malus au tir, enfin voilà. Tout ça, je dois le prendre en compte pour avoir le résultat des dés auquel je dois faire pour pouvoir toucher la cible. Deuxième point sur maintenir sa position et tirer, c'est que l'unité doit avoir suffisamment de portée pour pouvoir tirer. Donc pour pouvoir tirer, enfin maintenir sa position et tirer, on va remettre le mètre. Donc je dois avoir une portée minimale du mouvement simple ennemi. Concrètement, mes elfes ont un mouvement de 5. Donc jusqu'ici, je suis bien à 5. Donc je peux maintenir et tirer. Si mon unité d'elfe est à 4,5, je ne peux pas maintenir et tirer, puisque la valeur de mouvement simple des elfes est de 5, donc c'est inférieur. Je ne pourrai pas maintenir ma position et tirer. Et dernier point, c'est que maintenir sa position et tirer ne peut être effectué qu'une seule fois par tour. Donc je ne peux pas maintenir et tirer sur les lanciers, en plus maintenir et tirer sur les cavaliers. Je n'aurai le droit de le faire que sur l'un ou que sur l'autre. Et enfin, dernière réaction à une charge, c'est de fuir quand on voit le danger ou apparaître, ou si alors on a envie de tendre un piège en fuyant et puis de pouvoir contrecharger avec d'autres unités quand ça sera notre tour. On peut fuir, donc la direction de fuite, il faut aller en direction opposée de l'unité. Donc si ce sont mes elfes qui chargent et que je décide de fuir, voilà, la direction opposée, je vais fuir dans ce sens-là. Si ce sont mes cavaliers qui chargent, donc je vais prendre le centre de l'unité de mes ogres, centre de l'unité des cavaliers, je vais pivoter mon unité, donc ici, on va essayer de faire un peu de place, hop là. Donc on garde le centre de l'unité, on fait volte-face et voilà, c'est à peu près dans cette direction. Donc là je ne suis pas précis dans mon mouvement. Et voilà, ça va être centre de l'unité et l'unité va fuir donc dans cette direction. Et enfin, quand elle fait volte-face, elle va fuir de 2d6 ou 2d6 maximisé si elle est rapide, comme les bêtes, donc on jette 3d6 et on garde les deux plus hauts. Mais une fois que la fuite est déclarée, il faut résoudre cette fuite tout de suite, donc on n'attend pas les autres charges, on est obligé de fuir directement. Et enfin, si j'ai déclaré une fuite, donc on va dire que je maintiens ma position contre les lanciers, je décide de fuir contre les cavaliers. Si mon char décide de charger mes ogres, la seule réaction que je peux avoir, c'est de fuir. Donc on répète le procédé.
on chope le centre des deux unités, on fait volte-face à l'opposé et je refuis de 2d6 ou 3d6, enfin 2d6 maximisé si je suis rapide, voilà. Et je vais fuir dans cette direction. Il y a ensuite le terme de redirection, donc quand je décide de rediriger une charge. Alors, comment ça se passe? On va tout de suite prendre donc l'unité de lancier elfe, le tigre et les ogres. Alors, je décide de déclarer une charge avec mes lanciers dans le tigre. Le tigre décide de se barrer parce qu'il n'a pas envie de crever. Donc du coup, on prend centre de l'unité, il fait volte-face, il est rapide, il va se barrer de 2d6 maximisé, donc il va partir ici. L'elfe décide de rediriger sa charge, donc pour ça il a besoin de faire un test de discipline, donc il jette 2d6, s'il a des règles éventuelles, s'il est à portée de présence impérieuse ou tout ce qui va avec, enfin à portée du général, portée de la grande bannière, donc il pourra utiliser le commandement du général, relancer avec la bannière, s'il a des bonus pour avoir un jet minimisé, il peut l'utiliser. S'il réussit son test de discipline, il peut déclarer une autre charge plutôt que le tigre et donc il pourrait potentiellement décider de déclarer une charge dans les ogres. En cas d'échec au test de discipline, la redirection est ratée. Du coup, mes elfes sont obligés de poursuivre leur charge contre le tigre. À savoir qu'il ne peut y avoir qu'une seule redirection par tour. Donc, troisième point, hop, on va remettre ça, hop, on va dégager le char. Donc, première charge, les lanciers déclarent une charge sur le tigre. Le tigre décide de fuir, il se barre. Du coup, les lanciers lancent une redirection, ils vont rediriger sur le chasseur il n'est pas très couillu, alors du coup il décide de se barrer aussi. L'unité d'elfe du coup ne peut pas tenter une deuxième redirection pour charger les ogres. S'il a réussi sa redirection de charge, forcément puisqu'il a chargé le chasseur en deuxième, maintenant il a deux choix, soit il peut décider de finir sa charge soit sur le chasseur, soit sur le chat. Donc c'est au choix. Il n'est pas obligé de finir sa charge sur le chasseur parce qu'il a redirigé dessus. Il peut très bien revenir sur le chat. Il n'a pas de test de discipline à faire. Il fait comme bon lui semble et généralement c'est le plus près ou s'il y a une opportunité, il la chope pour choisir sa cible. Alors, maintenant que les redirections et toutes les charges ont été apportées, il faut résoudre les charges. Donc, pour résoudre les charges, on choisit une unité qui a chargé et qui reste à portée de charge. Et je lance donc 2d6 ou 2d6 maximisé si je suis rapide, style cavalerie, char, monstre, enfin tout ce qui peut être rapide. Je vais jeter 2d6, donc là on va faire uniquement les elfes aux ogres. Donc je me suis mis à 10,5. Donc sachant que j'ai un mouvement de 5, ça va faire du 6 puisque si j'ai mouvement 5, je suis à plus de 10, donc 11. 11 moins 5, 6. Donc je vais jeter 2d6. Voilà, j'ai fait 8. 8 et 5, ça fait 13. Du coup, j'étais à 11, ma charge est réussie. Donc je pourrais impacter l'unité. Donc on va voir après comment impacter les unités. On va revenir dessus. Maintenant, il suffit que je sois à 13. 13 moins mon mouvement simple qui est de 5, ça fait 8. Voilà. J'ai fait 7. Donc mon mouvement de charge est raté. Quand mon mouvement de charge est raté, j'avance du plus grand des D6. Donc là, j'ai fait un 2 et un 5. Je vais avancer de 5, ce qui va me mettre à portée de 8 pas de l'unité. Afin de définir la portée de charge, j'ai oublié d'en parler. Donc ici, ce sont des unités
qui sont face à face, donc c'est pas très compliqué de définir une portée de charge. Par contre, pour une unité qui serait, on va dire, en diagonale, il faut que je prenne donc la portée la plus courte. Donc ici, je ne vais pas prendre ici, partir en angle droit et mesurer ma charge, je vais directement choper ma diagonale au plus court. Donc ici, je me trouve à 12. Deuxième point, c'est qu'une seule roue peut être effectuée pendant ce mouvement. Donc je vais vous expliquer en bref ce qu'est une roue. Une roue, c'est un mouvement de l'unité où un coin sert de pivot. Concrètement, pour l'unité d'Elf, si je veux tourner de ce côté, ce coin-là de l'unité, du front, va rester fixe. Donc l'unité peut faire un mouvement comme ça. Du coup, la roue, lors d'un mouvement de charge, ne peut excéder les 90 degrés. Donc ici, 90 degrés, l'unité ne peut pas faire plus que ça. On reviendra dessus lors de la phase de mouvement, puisque c'est un mouvement. On le verra donc sur la prochaine vidéo qui sera la phase de mouvement. Donc là, c'était vraiment pour expliquer en bref, mais une roue, en fait, c'est un axe qui se trouve sur le coin du front de l'unité. Donc voilà, de ce côté, et ici, de ce côté. Pour le mouvement de charge, quand il doit être valide, c'est que le front de l'unité qui charge doit impacter le côté de l'unité qu'il charge. C'est-à-dire que dès lors que je touche l'unité, si je faisais une charge de front, si je faisais le côté, donc mon front d'unité impacte le flanc, et pareil pour le dos. Donc j'ai besoin de ça pour valider ma charge. Et enfin, l'unité qui charge a le droit de se rapprocher à moins de 0,5 pouces des autres unités ou terrains, conformément à la règle du pouce d'écart. Donc ça, c'est quand je l'expliquais lors du déploiement. Mes unités, quand elles sont dans le jeu, elles doivent avoir 1 pouce entre elles. Donc 1 pouce, ça fait environ 25 mm. Donc quand j'ai un mouvement de charge à faire, si j'avais besoin d'effectuer une roue, je peux très bien passer à moins de 0,5 pas du tigre afin de charger mon unité d'ogre. Une fois qu'on a donc fait le mouvement de charge, nous devons aligner les figurines. Donc concrètement, si je charge ici, que je venais légèrement sur le côté, mais que j'étais quand même de front, l'unité qui charge va venir tout droit ici, mais je ne reste pas comme ça. Je suis obligé d'aligner mes figurines de façon à ce que les deux unités soient parallèles. Autre point aussi sur l'alignement, donc si ce n'est pas possible d'aligner correctement l'unité qui charge, c'est l'unité chargée qui doit s'aligner. Concrètement, j'ai mon unité d'ogre, mon tigre et mes lanciers. Donc les lanciers chargent, je vais tout droit, hop, ici, je vais pour m'aligner, sauf que, vous voyez, pour m'aligner, j'ai le tigre qui va me gêner. Du coup, je me rapproche au maximum et ce sont mes ogres, et on dit qu'ils viennent fermer la porte, du coup, qui viennent s'aligner sur l'unité. À savoir que l'unité chargée ne doit être déplacée que si c'est le seul moyen d'aligner les deux unités. On fera tout en priorité pour aligner l'unité qui charge avant de déplacer l'unité chargée. Donc maintenant, il faut maximiser le contact quand on charge. Donc ça peut paraître lourd, toutes ces règles, mais une fois qu'on est en jeu, ça se fait vraiment automatiquement. C'est assez simple. Du coup, il y a 4 points
à avoir en priorité. Donc il faut entrer avec aucune autre unité ennemie que celle qui a été chargée. Si jamais c'est inévitable, tout ça parce que deux unités ennemies étaient alignées suite à la fin d'un combat, elles sont sur la même ligne. Si c'est inévitable, il faut toucher aussi peu de figurines que l'on peut sur l'unité qui n'a pas été chargée. Si c'est pas possible, on verra qu'il faudra appliquer la règle de la charge multiple. On le verra juste après. Deuxième priorité, c'est qu'il faut maximiser le nombre total d'unités en charge qui parviennent au contact de l'unité chargée. Donc ça, on le verra aussi sur un point. Je ferai un petit exemple sur les charges multiples. Il faut éviter de faire tourner l'unité chargée. Donc c'est ce qu'on vient de voir sur l'alignement. Au cas où c'est inévitable, il faut le faire aussi peu que possible. On ne va pas s'amuser à changer de position l'unité chargée. Il faut vraiment faire le maximum avec l'unité qui charge qu'avec l'unité chargée. Et donc, on va ensuite maximiser le nombre, le plus de figurines possible des deux camps, afin qu'il y en ait le plus qui se battent entre elles. Là, sur l'unité de lancier, je ne vais pas m'amuser à faire du 1 contre 1. Il faut vraiment que je fasse le plus possible. Donc le plus, c'est les 5 figurines de front et les 3 de front chez les ogres. Donc si je peux arriver à faire ça, il faut que je le fasse. Je ne peux pas mettre, admettons, mes 5 figurines... 5 figurines elfiques et 2 ogres. Bon, même si là le cas n'est pas possible, étant donné la taille des socles, mais si c'était possible de le faire, je ne dois pas le faire. Si je ne peux pas mettre un ogre dans le vent afin de me donner un avantage sur le combat. Donc, si il n'est pas possible de satisfaire une de ces priorités, il faut essayer de respecter au mieux et dans les plus hautes de la liste. Donc la première, c'était qu'il fallait entrer au contact qu'avec juste avec les unités ennemies chargées. La deuxième, c'est qu'il fallait maximiser le nombre total d'unités en charge. La troisième, c'était éviter de faire tourner l'unité chargée aussi peu que possible. Et la quatrième, maximiser le nombre de figurines. Donc voilà. Il faut respecter ses priorités de la première à la quatrième, et si c'est pas possible de faire les 4, essayez d'en faire un maximum, et puis au moins essayez de faire la première. Donc dans ce cas-là où il y a un bâtiment et qu'il y a mes ogres devant, je ne pourrai pas potentiellement maximiser le nombre de figurines. Par contre, je peux régler différentes applications, donc c'est ne rentrer qu'à une seule unité. Et je vais maximiser le nombre de figurines le plus possible, et je vais éviter de faire tourner mon unité ennemie. Donc je vais charger potentiellement pour régler le nombre de figurines. En fait, il faudrait que mes ogres viennent fermer la porte, mais c'est possible de faire autrement, donc je vais éviter de la faire bouger et je vais venir en contact ici, ce qui veut dire que je vais avoir maximisé le nombre de figurines, même si ce n'est pas toutes les figurines, puisque j'ai un elfe qui est dans le vent et l'ogre qui se trouve ici. J'ai évité de faire bouger l'unité, et c'est le maximum de figurines que je peux mettre au combat. Maintenant, on va passer aux charges multiples. Donc, au cas où il serait impossible d'éviter pour une unité en charge d'entrer en contact avec plus d'unités ennemies lors de son mouvement de charge, il faut appliquer la règle de charge multiple au moment de la déclaration des charges. Donc ici, on va dire que j'ai mes unités ogres qui ont explosé une unité elfique, et là j'ai envie d'en découdre avec mes elfes. Je veux déclarer une charge juste sur les ogres, mais étant donné que les figurines sont alignées ici, je ne peux pas rentrer en contact qu'avec l'unité d'ogre. Je serai forcément en contact soit avec le chasseur, soit avec le tigre.
Donc on parle d'unité secondaire. Alors la charge, l'unité primaire sera les ogres, puisque j'ai déclaré une charge dessus, donc il peut maintenir sa position. Et en charge secondaire, je peux dire que j'ai soit le chasseur ou soit le tigre. Donc ils ont aussi les réactions aux charges habituelles, donc maintenir sa position et tirer ou fuir. S'il décide de fuir, eh ben, je n'aurai plus d'unité secondaire si c'est le chat qui fuit. Du coup, je pourrai rentrer en contact qu'avec les ogres sans rentrer en contact avec le chasseur. Du coup, ça sera les règles normales qui seront appliquées. Par contre, si tout le monde décide de maintenir, il faut que je fasse un choix de dire qui est l'unité secondaire. Puisque je ne peux pas rentrer en contact avec les 3 unités. Je serai limité à 2 autant que possible. Donc s'il y avait encore une unité ici, là, si j'ai pas le choix, je serai en contact avec 3 unités, qui fera la troisième aussi sa réaction à la charge. Et du coup, pour maximiser le contact, si je décide que ça soit le chat, je vais éviter de toucher le chasseur et donc je vais maximiser sans toucher le chasseur. Si c'était le chat, eh ben, c'est pareil, je vais faire autant que possible à maximiser les figurines sans toucher le tigre. Maintenant, on va parler des charges combinées. Donc les charges combinées, c'est si j'ai 2 unités qui chargent une seule, on dit que c'est une charge combinée. On va remettre les 6 ogres, ça n'a pas d'importance là-dessus. Donc ce sont mes lanciers qui vont déclarer une charge sur les ogres, et enfin mes cavaliers qui vont déclarer une charge sur les ogres. Donc on fait les réactions aux charges chacune, donc je déclare une charge avec mes lanciers sur les ogres qui décident de maintenir, et les cavaliers décident de charger les ogres, ils décident de maintenir. Donc deuxième étape, je regarde si mes cibles sont éligibles, je regarde la distance de charge et je jette les dés. Si je réussis, je viens maximiser le nombre de figurines autant que possible. Donc ici, je vais en avoir 5. Et si je réussis ici, j'essaye de mettre les 2. Voilà. Ici, j'ai bien tout le monde qui est sur les ogres, puisque j'ai bien mes 5 figurines, j'ai bien mes 2 figurines de fond et j'ai bien les 3 ogres. Je ne peux pas envoyer un lancier dans les choux afin de permettre à mes cavaliers de se décaler pour une éventuelle charge irrésistive si je passe à travers, ou un couloir de fuite ou autre chose. Je n'ai pas le droit de faire ça, je suis obligé de maximiser le contact. Ensuite, l'engagement au combat donc, concerne toutes les figurines de l'unité, même si elles ne sont pas, on va dire, engagées en combat au socle à socle de l'unité. Concrètement, ici, mon unité de lancier est au contact du chasseur, donc ils sont ils sont en front de 5. Leur socle fait 20 et mon chasseur a un socle de 50. Donc je peux engager que 4 figurines max. La 5e ne pourra pas taper puisqu'elle n'est pas en contact au socle à socle avec mon chasseur. Par contre, elle est quand même considérée comme étant engagée au combat, tout comme les figurines qui sont derrière. Ce n'est pas parce qu'elles ne touchent pas le socle qu'elles ne sont pas engagées. Et du coup, elles seront engagées jusqu'à ce qu'il y ait une unité qui fuit ou l'unité qui est détruite. Enfin, voilà. Donc si le chasseur est mort, l'unité ne sera plus engagée. Si elle fuit, l'unité ne sera plus engagée. Donc on dit que tant qu'il y a une figurine qui est engagée contre un ennemi, toute l'unité est engagée au combat. Ensuite, on va voir lors d'une charge combinée ou charge multiple, c'est vous qui voyez le terme, donc dans ce cas où l'unité d'ogre se fait charger par les 4 unités, donc on a le char qui est au fond, les cavaliers ici, les lanciers et le cotre. Donc si l'ensemble décide de charger, que les ogres décident de maintenir, donc il faut maximiser le contact. Donc le char ici se trouve
de flanc et les 3 unités se trouvent de face. Ce qui veut dire que les ogres, étant donné qu'il y a un front de 3 et un flanc de 2 figurines, j'ai maximum ces 4 figurines qui vont être engagées. Ces deux-là ne pourront pas être contactées en socle à socle, même si elles seront engagées au combat. Donc on va le représenter comme ça. Ici, il n'y a qu'une figurine, donc elle devra être obligatoirement engagée au combat. Par contre, c'est ici où il y a, on va dire, un petit couac. C'est que toutes les figurines ne pourront pas être engagées au contact socle à socle avec l'unité d'ogre. Donc il va falloir maximiser le nombre de figurines. Donc on va commencer par celles qui ont le plus petit socle. Ensuite, comment dire, c'est un peu compliqué, donc il va falloir maximiser. Donc lui, il est obligé d'être au contact. Donc on va venir ici sur la dernière figurine. Les lanciers vont venir maximiser ici. Donc je vais pouvoir en mettre 4 maximum. Et enfin, les cavaliers vont venir juste au coin pour maximiser les figurines. Et enfin, étant donné que le char est tout seul, je vais devoir au moins avoir la figurine du fond. Donc je peux potentiellement me mettre ici de façon à toucher l'étendard ou la figurine derrière. Étant donné que l'étendard est déjà au contact avec des figurines, je peux très bien me mettre en coin ici. Et j'aurai le même nombre de figurines à engager. Étant donné que l'étendard est déjà engagé, je n'ai pas besoin de maximiser avec le char. Je peux très bien maximiser qu'avec une seule figurine. Le nombre de figurines total est déjà maximisé. Par contre, ici, je ne peux pas mettre volontairement des lanciers dans les choux, décaler le cotre volant pour rajouter un cavalier. Je peux le faire si ça me permet de retirer qu'un seul lancier pour ajouter un seul cavalier, puisque il y aura le même nombre de figurines. Ici, pour mettre qu'un seul cavalier, j'ai dû dégager 2 lanciers. Donc cette configuration n'est pas possible. Je serai obligé de maximiser le plus de figurines possible. Donc je vais avoir qu'un seul cavalier. Par contre, ici, je vais avoir 2 lanciers qui vont taper. Autre cas de figure, c'est de charger une unité qui est en fuite. Alors, concrètement, on va dire que mes ogres étaient juste devant, ils avaient raté une charge, donc du coup, ils se trouvent à un pas de l'unité elfique. Du coup, au joueur elfe de jouer, le joueur elfe décide de charger les ogres. Les ogres n'ont pas envie de finir détruits, du coup, ils décident de fuir. Manque de peau, ils fuient d'une petite distance. Les elfes décident de finir leur charge. Donc ils vont jeter 2d6, ils vont rajouter le résultat des dés. Donc je regarde la distance de charge de mon unité. Donc au plus court, elle se trouve à 6 pas. Donc j'ai déjà un mouvement de 5, je dois faire un 1 sur les dés, j'en jette 2. Voilà, je fais 8. Donc j'ai rattrapé une unité en fuite. Ce qui va se passer, c'est que j'ai un mouvement suffisant pour les détruire. Je vais avancer mon unité comme j'ai envie, en respectant les charges, donc la roue à 90, je dois avoir forcément la ligne de vue, mais par contre je n'ai aucun alignement, maximisation de figurines et toute autre priorité que l'on a vue. J'ai juste besoin de contacter un bout de l'unité, donc je peux très bien faire ma roue ici, et bim, je contacte en coin et l'unité est détruite. Donc les ogres vont être retirés de la table, l'unité est détruite. Du coup, l'unité elfique a le droit, étant donné qu'elle a rattrapé une unité en fuite, elle peut
tenter de faire un test de discipline, donc en jetant 2d6 et en ayant moins que la discipline, les tests qu'on a déjà vus. Et si elle le réussit, elle a le droit de faire un pivot post-combat, donc c'est-à-dire qu'elle peut pivoter sur son centre et se tourner de la façon qu'elle veut, tout en gardant sa formation initiale. Donc une unité qui a chargé une unité en fuite, elle devient ébranlée à ce tour, c'est-à-dire qu'elle ne pourra effectuer aucune autre action lors de ce tour pour ce qui est du tir. S'il y a un sorcier dedans, il pourra jeter des sorts, mais l'unité ne pourra faire aucune attaque de tir là-dessus. Nous allons voir maintenant le cas d'une charge impossible. Donc la charge impossible, ça peut arriver, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de place pour laisser passer l'unité. Alors là, je vous ai fait un exemple, il y en a énormément en jeu, ça peut arriver sur pas mal de choses. Donc si cela arrive, l'unité qui effectue une charge impossible est considéré comme ayant une charge ratée. Donc, admettons que mes cavaliers n'arrivent pas au contact des ogres, ils avancent de peu, puisqu'ils font une charge ratée, ils avancent un peu. Hop. Mes lanciers avaient déclaré aussi une charge sur les ogres, et en fait, nous avons le droit qu'à une seule roue à 90 degrés maximum sur l'unité. Là, elle se trouve en face, donc même si j'effectue une roue à 90 maximum, donc là je fais même moins, je peux avancer, mais vous voyez que je n'arriverai jamais au contact de l'unité. Donc du coup, mon unité de lancier aura une charge impossible et du coup elle fera un mouvement de charge raté. Donc ce point-là, on va le voir, le mouvement de charge raté, donc c'est lorsqu'une unité obtient une portée de charge insuffisante, donc si par exemple mes lanciers qui sont à 11 pas doivent obtenir un 6, si je fais un double as sur les dés, je vais avancer tout droit d'une valeur égale au plus grand des 2 dés, donc là ce qui est 1, du coup ils avanceront que d'un pas. Si j'avais fait 4 et 1, j'avancerai du plus grand qui est de 4, etc. Si j'ai un mouvement de roue à faire, je dois le prendre en compte aussi dans l'avance et une fois que j'ai fini d'effectuer ma roue, je vais avancer de la portée qui me restait sur les dés. Je vais avancer tout droit. Donc pendant le mouvement de charge raté, j'ai le droit de me rapprocher à moins de 0,5 pas de toute autre unité ou terrain infranchissable conformément du coup à la règle du pouce d'écart. Voilà, donc qui me dit que je dois être normalement à un pas de terrain infranchissable ou des autres unités, mais lors de ce mouvement de charge raté, j'ai le droit de me rapprocher à moins de cette distance d'écart des unités et des décors infranchissables. Et enfin, du coup, l'unité qui a effectué son mouvement de charge raté, donc elle est ébranlée, donc elle ne peut plus effectuer de mouvement, elle ne peut plus déclarer de charge et elle ne pourra plus tirer. Voilà. Maintenant, on va voir le cas, c'est assez compliqué à résoudre ces cas lors de la partie, donc bon, vous pouvez aussi faire ça à l'amiable avec votre adversaire, mais bon, si vous avez la solution, c'est autant mieux. Donc c'est le chemin bloqué. Donc pour éviter certaines situations d'abus, puisqu'il y en a qui peuvent être dans cette optique-là, c'est pas rare, c'est pas courant non plus, ça peut arriver. Une unité qui ne peut pas charger une unité ennemie, pourtant bien à portée de charge et sa ligne de vue, à cause du positionnement alambiqué des unités ennemies ou terrain infranchissable. Donc il faut appliquer la règle qu'on va décrire. Donc là, admettons que c'est pas fait exprès, mes locodontes montés se trouvaient face au lancier, sauf que j'avais mes cavaliers ici qui étaient en contact, on va dire, avec un tigre, qui l'ont explosé et qui ont fait un mouvement de charge irrésistible, donc ça on le verra après, et ça les a amenés de ce côté-là. Du coup, j'ai bien mes locodontes qui sont à portée de charge, ils ont la ligne de vue,
Par contre, il y a le chemin qui est bloqué puisque vous voyez le coin du locodonte impacterait l'unité de patrouilleur. Alors, comment ça se passe? Donc, on peut quand même effectuer la charge, sauf que c'est les lanciers qui vont devoir bouger. Alors, comment ça se passe? Je vais jeter. Bon, là, je vais jeter mes dés, mais c'est un peu naze puisque j'ai un mouvement suffisant déjà pour entrer en contact sans lancer les dés. Alors, je vais avancer au maximum avec mes locodontes en restant hors contact de mes cavaliers. Je vais pivoter et dès que je touche, c'est à l'unité elfique de venir fermer la porte. Si elle n'a pas le mouvement suffisant pour fermer la porte, il va falloir qu'elle se décale au maximum pour pouvoir aligner les figurines. Et enfin, dans ce cas-là, donc j'ai un terrain infranchissable ici, j'ai mes cavaliers qui sont derrière, j'ai mon unité de veilleur gris qui se trouve de front et c'est au locodonte de charger. Donc là, autre cas un petit peu complexe, c'est que les locodontes décident de charger, ils vont avancer au maximum, ils ne peuvent pas fermer la porte puisque il y a le terrain franchissable, donc ils vont se mettre au maximum avancé, ils vont toucher le coin des veilleurs. Par contre, les veilleurs, vous pouvez voir qu'il y a les cavaliers ici, donc ils ne peuvent pas fermer la porte. Donc les locodontes ne peuvent plus bouger. Du coup, eh ben, on va quand même décaler l'unité de veilleur gris de façon à faire l'alignement et la maximisation de figurines. Donc la charge est quand même possible puisque j'avais le mouvement, la ligne de vue, je pouvais entrer en contact. Par contre, l'alignement n'était pas faisable. Donc on vient d'abord bouger au maximum les locodontes avant qu'ils soient bloqués. Et je viens finir le mouvement d'alignement, de maximisation avec mes veilleurs gris. Alors, on va voir un exemple de charge faisant intervenir plusieurs unités. Alors, c'est au joueur ogre de charger. On va dire que les locodontes chargent l'unité de veilleur gris. Ils décident de maintenir et tirer. Donc, ils vont prendre tous les malus qu'il y a, s'ils sont suffisamment à portée de tir. Ils doivent regarder s'ils sont à longue portée. Ils ont un malus parce qu'ils maintiennent et tirent. Enfin, voilà, s'ils avaient des malus comme cible difficile, donc ça c'est des règles qu'on verra plus tard, ils en bénéficient. Donc voilà. Autre cas, l'auroch décide de charger le char qui décide de maintenir et le chasseur décide aussi de charger le char qui là décide de fuir. Donc ici il maintient, il n'y a pas d'autre réaction, ici il décide de charger, il fuit, donc il va jeter ses dés et il va fuir directement. S'il traverse une unité alliée, il va provoquer un test de panique pour voir si les unités sont stoïques, elles ont un test de discipline à faire. S'ils réussissent, ça reste comme ça. Par contre, s'ils ratent leur test, ils vont fuir. Donc là, on va dire qu'ils réussissent leur test. Du coup, j'ai le droit de rediriger ma charge avec le chasseur et je peux éventuellement rediriger avec mon auroch. Donc j'aurai un test de discipline à faire. Troisième charge, les ogres décident de charger le char qui est en fuite. Donc réaction, le char continue de fuir, il va passer ici. S'il retraverse l'unité, elle n'a pas de test de panique à refaire, c'est un seul par phase. Et du coup, les ogres peuvent décider de rediriger leur charge dans les lanciers à condition qu'ils réussissent leur test de discipline.
Étant donné qu'il y a eu des charges dites multiples dues à la redirection, donc l'auroch pourra décider de finir sa charge soit sur le char, soit sur l'élancier s'il avait redirigé sur l'élancier, ou sur l'éveilleur s'il avait décidé. Le chasseur, idem, s'il avait redirigé sur l'élancier, il avait le choix de finir sa charge soit sur l'un, soit sur l'autre. Et les ogres, pareil. Par contre, les locodontes, étant donné qu'ils n'ont déclaré qu'une seule charge ici, enfin ils ne peuvent déclarer qu'une seule charge, ils ne peuvent pas rediriger, étant donné qu'ils ont maintenu et tiré, ils ne peuvent pas rediriger sur l'unité de lancier. Et une fois que toutes les réactions ont été faites et que toutes les charges ont été déclarées, on regarde les distances de charge et on regarde si elles arrivent au contact. Donc si une unité qui avait déclaré une charge sur le char à lion a abouti, le mouvement de charge s'arrêtera. Donc si c'est l'auroch, j'impacte comme j'ai envie. Dès que je le touche, il est retiré comme perte. Et sur un test de discipline, s'il est réussi, j'ai le droit de faire une reformation. Donc voilà pour cette vidéo. Elle était quand même assez longue. J'espère avoir vu tous les points. Il y a toujours des scénarios un peu alambiqués. Donc je vous dis, essayez de voir donc, les 4 priorités des charges. Essayez d'en résoudre le maximum. Si vous êtes bloqué, que vous ne trouvez pas la règle, arrangez-vous vraiment avec votre adversaire de façon au mieux. Si vous n'êtes toujours pas d'accord, il y a toujours le choix du 4+. En fait, vous choisissez, vous et votre adversaire, il choisit 1, 2, 3 et vous 4, 5, 6 ou inversement. Vous jetez le dé et celui qui obtient le score choisit la décision. C'est pour clore définitivement l'ambiguïté qu'il peut y avoir entre les deux parties. Et puis voilà, donc la prochaine vidéo, ça sera la phase de mouvement, donc on verra comment bouger les unités, suivant le type d'unité, quel mouvement elles peuvent faire. On verra en détail comment effectuer une roue, comment elles sont calculées en termes de déplacement, et tout ce qui va avec sur les décors, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, ou ce qu'on peut faire et qu'on ne pourra plus faire. On verra tout ça en détail dans la prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!